Ce matin, je vous ai appelé. Je voulais qu'on parle tout de même. Alors, on va parler un peu de la Roumanie pour que vous puissiez nous donner un peu ce que vous pensez. Cette analyse, c'est quand même assez formidable. Et après, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, du moins vous, sur taxi agriculteur. Est-ce que c'est le même combat face à l'ubérisation et face à la mondialisation? C'est une question sur laquelle j'aimerais vous entendre, Florian Philippot, président des Patriotes, bien entendu, partagez, likez. Sur la Roumanie, Florian, comment on analyse ça avec Georges Simion qui s'est fait rabattre finalement par, notamment sur, il a voulu porter l'affaire pour annuler les élections. Quelle analyse on peut en avoir? C'est une forme chimiquement pure de tyrannie, c'est-à-dire que de A à Z, ce dossier est scandaleux. Premier épisode, c'est décembre dernier, annulation 2 jours avant le second tour de la première élection présidentielle. Je rappelle que normalement, le président roumain aujourd'hui devrait s'appeler Călin Georgescu. C'est lui que les Roumains voulaient élire. Il faut quand même toujours le rappeler. Et dernier acte, vous venez de le rappeler, la Cour constitutionnelle, en 24 heures, rejette le recours en annulation porté par Georges Simion pour ingérence, alors que c'était quand même très documenté. Autant la première fois, il n'y avait aucune preuve de la moindre ingérence russe, ils n'en ont toujours pas d'ailleurs. Là, on avait des déclarations publiques de Valérie Ayé, de Macron, de l'argent de l'Union européenne. Enfin voilà, là, le dossier était très étayé. Et en 24 heures, la Cour constitutionnelle donc, n'a même pas étudié le dossier, en fait, a balayé le recours pour imposer le candidat européiste, le maire de Bucarest, Nicozor Dan, qui a gagné entre guillemets. Voilà, donc c'est un laboratoire de la tyrannie, c'est un pays stratégique. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères macroniste, l'avait dit le lendemain, je l'avais entendu sur une radio publique dire la Roumanie ne pouvait pas basculer. C'est quand même un aveu, parce qu'elle a 670 km de frontière avec l'Ukraine, parce que c'est un poste avancé, parce qu'il y a une mission de l'OTAN, parce que c'est un pays stratégique. Voilà, donc elle ne pouvait pas. Donc il faut savoir maintenant que la jurisprudence roumaine, ils pourront nous la faire partout. Et je crois qu'on a basculé sur quelque chose qui ressemble à cela. C'est ce qu'avait dit Thierry Breton. On l'a fait en Roumanie, avait-il dit. On pourra le faire si nécessaire en Allemagne. Cette fois-ci, ça n'a pas été nécessaire parce que l'AfD n'a pas fait un score suffisamment haut. Mais si dans un pays, c'est nécessaire et qu'il y a une force véritablement anti-oligarchique qui menace d'arriver au pouvoir, alors ils feront cela. Annulation de l'élection, interdiction d'un candidat, mise en prison d'un candidat. Ils trouveront toujours un prétexte d'ingérence ou je ne sais quoi. C'est ça ce qu'ils appellent le bouclier démocratique européen. C'est une raison supplémentaire de détruire ce système et de le faire en quittant très clairement l'Union européenne. Ouais. Parce que Valérie Ayé, Florian l'a tué, c'est vrai qu'elle a été, il y a eu Thierry Breton et puis Valérie Ayé, elle a repris le flambeau. Elle a fait des déclarations absolument incroyables. Elle a une forcément. Elle parle des élections en Roumanie, chers amis toxinotes. Elle dit ces élections revêtaient 2 enjeux. Confirmer l'ancrage de la Roumanie dans le projet pro-européen et lutter, ça c'est délicieux, contre les ingérences étrangères. Sous-entendu, la démocratie en Roumanie est sauvée et surtout, ça a été l'antidote, le vaccin contre les ingérences étrangères. C'est assez saisissant quand on les lit, ces gens. Oui, mais quand les européistes entre eux se soutiennent, il n'y a plus d'ingérence étrangère. Ouais. Je signale que moi, j'ai été candidat dans des élections régionales dans le Grand Est en France, même municipales, à Forbach. J'avais, pendant mes campagnes d'entre-deux tours, des stands des partis politiques allemands CDU et SPD qui étaient là pour distribuer les tracts contre moi. Donc, c'était illégal, c'était contraire à toutes les règles de financement public, c'était évidemment de l'ingérence étrangère. Je n'ai jamais réussi à obtenir gain de cause là-dessus, alors que ça aurait dû entraîner l'annulation de l'élection. Donc, si vous voulez, parce qu'ils étaient du côté du bien de l'Union européenne, donc ils s'exonèrent de tout ce qu'ils reprochent aux autres, évidemment. Voilà, donc c'est gros. J'espère au moins que cette affaire roumaine aura eu le mérite d'ouvrir les yeux à beaucoup de Français sur ce qu'est l'Union européenne, sur ce système tyrannique. Et j'aimerais que nos parlementaires se saisissent de cette affaire pour faire une commission d'enquête parlementaire sur l'ingérence française. Enfin, c'est quand même incroyable que ça ne bouge pas. Ils font des commissions d'enquête sur tout et n'importe quoi, et surtout sur n'importe quoi, mais ils ne font pas de commission d'enquête sur les grands sujets. On est un des seuls pays où il n'y a toujours pas de commission d'enquête sur le Covid. On n'a pas de commission d'enquête sur cette affaire roumaine avec l'ingérence française. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Enfin, je ne sais pas à quoi sont payés nos députés aujourd'hui, mais manifestement... J'ai envie de vous dire, Florian, quand on fait des commissions d'enquête, notamment sur le dérapage des finances publiques ou sur le scandale des eaux minérales naturelles, avec le croisiériste Alexis Keller, il refuse de venir. Et ce monsieur n'est pas inquiété. Donc j'ai envie de vous dire, manifestement, là aussi, quand même, ça pose vraiment des questions sur la séparation des pouvoirs et sur la contrainte de la force publique, au risque pénal aussi.
Oui, vous avez raison. On a une espèce de coalition de forces oligarchiques, puisque pour le coup, Colère ne vient pas. Bon, la commission d'enquête fait son boulot, elle saisit la justice, et la justice leur répond, non, il n'est pas obligé de venir. Oui. Alors que c'est contraire à la loi. Enfin, il n'y a pas d'immunité présidentielle par capillarité sur tous ses collaborateurs. Ou alors, il y a plus grand monde qui va venir. Parce que si on estime, voilà, donc c'est quoi la limite? Le secrétaire général adjoint, lui, il peut venir ou il ne vient pas? Il doit venir. Bon. Et puis, un employé de l'Élysée, un fonctionnaire de l'Élysée, un agent d'un ministère, de Matignon, bon, si vous voulez, où est la règle? Il n'y a plus de règle. Bon, vous voyez bien qu'on arrive au bout d'un système où il va falloir tout remettre vraiment à plat, clairement, toute la séparation des pouvoirs, tous les contre-pouvoirs qui dysfonctionnent. On a cité celui-ci, on peut parler du Conseil constitutionnel, on peut parler du Conseil d'État, on l'a vu pendant tout le Covid et ensuite, et rétablir vraiment des principes extrêmement clairs, c'est-à-dire qu'il y a des principes sacrés comme la démocratie, la liberté individuelle, nos libertés publiques, et qu'il faut reconstruire de vrais contre-pouvoirs pour les faire respecter. Mais vous imaginez bien que ça ne va pas se faire dans cette fin de comète qu'est le macronisme et qui est en bout de régime et en bout de règne. Une dernière question sur la Roumanie. Franck Philippot, merci d'être là ce matin. Les tweets absolument édifiants de Pavel Durov, patron de Telegram, où quand même il dit qu'à un moment donné, il a rencontré une des huiles de la DGSE, l'hôtel Crillon. Ça pose des questions tout de même, ça fait réfléchir à tout ça. Vraiment, quel intérêt aurait eu Pavel Durov à balancer une bombe pareille? D'ailleurs, ça a été commenté par Elon Musk et tout pour le coup. Ben oui, voilà un homme, puisqu'en plus il est retenu en France depuis maintenant depuis presque un an. Voilà un homme qu'il faudrait convoquer en commission d'enquête. Il dit des choses très graves et très importantes. Le patron de la DGSE lui aurait demandé directement d'intervenir sur l'élection roumaine. C'est quand même pas rien. Et il maintient, il dit même qu'il est prêt à aller en Roumanie pour témoigner de ce qu'il sait. Pour qu'il y ait un recours. Ça, c'est un homme qu'il faudrait convoquer d'urgence, qu'il faudrait entendre. Il dit des choses, ça n'est pas rien, c'est le fondateur et PDG de Telegram. Non. Manifestement, non, ça n'intéresse pas les députés qui, d'ailleurs, n'en parlent même pas. Alors, je veux dire, non seulement ils ne mettent pas en place de commission d'enquête, mais est-ce que vous les avez entendus se saisir véritablement de ce dossier? Moi, je ne les entends pas. Je ne les entends pas du tout. Et, alors que je pense que c'est extrêmement significatif parce que ce n'est pas que la Roumanie. La Roumanie, c'est un pays important, c'est un pays ami de la France, c'est un peuple où on a des liens culturels, des liens de francophonie. Tout le monde le sait. C'est surtout que c'est notre avenir, en fait. C'est déjà un bout de notre présent, on le sait, voire de notre passé. Mais c'est aussi notre avenir. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout droit vers la tyrannie la plus complète. Il serait quand même bien de réagir à un moment. Alors, on va en parler, on continue à en parler, mais je veux qu'on passe notamment au taxi, aux agriculteurs. Florian Philippot, j'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que là, on a un combat de fond? Je le disais à l'introduction de cet entretien, ce grand entretien ce matin sur Toxin. Est-ce qu'on a finalement en toile de fond l'ubérisation, la guerre de tous contre tous, la concurrence sauvage et déloyale envers tous? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un rapport entre ces deux mouvements, des taxis et des agriculteurs, et qui pourrait d'ailleurs se chevaucher, peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours? Oui, je crois qu'il y a un rapport très clair, c'est la trahison de l'intérêt des Français. Dans les deux cas, vous avez des gouvernements qui, ont laissé tomber les agriculteurs français en les livrant à la concurrence mondiale déloyale, avec l'Union européenne qui signe des accords de libre-échange en permanence. Et ça n'est qu'un début, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le feu. Et de l'autre côté, les taxis qui ont été à un moment complètement carchérisé par l'ubérisation. Et on sait que ça s'est fait dans des conditions extrêmement troubles, qui auraient mérité là aussi une commission d'enquête, puisqu'il y a les fameuses Uber Files, le dossier Uber, qui avait été sorti par tout un consortium de journalistes, Radio France, Le Monde, etc. Et quoi? On en a parlé combien de temps quand c'est sorti? 48 heures. Et après, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Ça mettait en cause quand même Macron. Quand il était ministre de l'économie déjà. Qui avait des liens avec cette multinationale américaine. C'est bizarre, M. Macron a toujours des liens avec des multinationales américaines. Il en a décidément beaucoup. Parce qu'il est d'un commerce agréable. Parce qu'il est d'un commerce agréable, Florian. Emmanuel Macron. Ça doit être tout à fait ça. Ça doit être ça. Très agréable, très très agréable pour ces gens-là en tout cas. Il est d'un commerce agréable effectivement pour l'oligarchie mondialiste. Ça, on l'a bien compris. Il était même intervenu manifestement dans un processus judiciaire en prévenant d'une perquisition, des choses comme ça.
Bon, voilà, donc il y a une trahison massive. Je suis très heureux que ces professions se mobilisent. Il faut que les Français soient, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour le savoir. Les Français savent que ces professions se dépassent elles-mêmes. Il y a un enjeu de société, il y a un enjeu pour tous les Français. Les paysans, on est tous concernés. C'est ce qu'on a dans notre assiette. C'est la qualité de notre alimentation. C'est la qualité aussi de notre aménagement du territoire, de ce qui est l'avenir de la France. Est-ce qu'il y aura encore des paysans? Est-ce qu'il y aura encore une agriculture française? Est-ce qu'on va tout importer pour manger? Ce sont d'énormes vraies questions. Et importer dans des conditions épouvantables en plus. Ça, vous voyez, il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire que vous reprenez en main votre commerce. Or, aujourd'hui, vous le savez, le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne. C'est écrit comme ça dans les traités. Et d'ailleurs, elle le rappelle sans arrêt, puisqu'elle signe, le 6 décembre dernier, elle signait à Montevideo l'accord Mercosur. Je parle d'Ursula von der Leyen. Là, le chancelier allemand Merz lui a demandé d'ouvrir les négociations avec l'Inde, avec toute la Pacifique Sud-Est, enfin Asie du Sud-Est, tout l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et de finaliser le Mercosur. Ça va être cataclysmique. Il n'y aura plus d'agriculteurs français. Est-ce que les Français veulent qu'il n'y ait plus d'agriculture et d'agriculteurs français? Posez-vous la question. Si vous voulez qu'il y en ait encore et qu'il y en ait même plus, et qu'on ressuscite l'agriculture française, qui est une très grande et très vieille agriculture, pleine de savoir-faire, de terroir, de talent, même à la pointe de l'innovation, il faut se battre avec les paysans. Il faut les soutenir. Et c'est superbe que j'ai vu ça près de Blois il y a quelques jours, la coordination rurale 41 et les taxis étaient ensemble dans les cortèges. Si on a cette convergence des luttes très intelligente entre deux métiers constitués d'indépendants, d'artisans, artisans taxis, artisans de la terre, il y a une convergence qui a un vrai sens. Et si vous y ajoutez le soutien des Français, soutien moral, soutien politique, voire soutien logistique, parce qu'on peut très bien aller les voir, on peut leur apporter, puisqu'il y a des points de blocage de la nourriture, on peut les discuter avec eux, voire venir avec un véhicule s'ils en ont besoin pour renforcer un blocage. On a plein de choses. Nous, on peut faire plein de choses. Et moi, j'ai demandé aux patriotes de se mobiliser comme on l'a déjà fait les autres fois. Et peut-être que cette fois-ci, ça m'a l'air plus solide, ça m'a l'air plus fort. Et j'en suis très, très, très heureux. Il faut vraiment se battre. C'est intéressant parce que ce que j'entends, moi, auprès des taxis, c'est ce que vous dites un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un appel chez les taxitaires, pas qu'à leur corporation. Il y a un appel aussi aux entrepreneurs. Il y a un appel aux citoyens. Il y a un appel aux agriculteurs. C'est un appel finalement à tous les gens qui sont concassés et qui sont sous la menace d'une dissolution nationale de notre territoire, notre terroir, de notre savoir-faire et de notre unité aussi quelque part. Et il y a des drapeaux français. Ils ont chanté la Marseillaise à Pau. Donc tout de même, c'est plus que les taxis. J'ai l'impression quand même qu'on est sur des degrés qui sont beaucoup plus importants qu'une simple revendication corporatiste d'un secteur en particulier. Oui, on est, je crois, sur le ferment d'un nouveau mouvement, une sorte de... Ça n'est pas les gilets jaunes, on voit bien, mais ça trouve ses racines dans la même profondeur française. Une sorte de gilets jaunes 2, quoi, mais différents, et qui, effectivement, vous avez raison, se manifestent par des drapeaux français, par une solidarité. Et si nous, les Français, on profitait, tous les Français, même si on n'est pas agriculteurs, même si on n'est pas taxi, on profitait de ce mouvement pour nous-mêmes briser nos chaînes, pour aller rejoindre ces points de blocus, pour aller les renforcer, pour dire nous aussi, on sort notre drapeau français, pas dans la violence, on le sort, mais par la force de la masse. On est extrêmement nombreux, on est déterminés, on a compris les enjeux. L'enjeu, c'est qu'on nous a piqué notre pays. Voilà, c'est qu'il y a des gens, une oligarchie, qui nous a piqué notre France, qui nous l'a piqué littéralement, qui nous l'a volé. On ne maîtrise plus rien, ni notre alimentation, ni notre commerce, notre agriculture, même nos malheureux taxis, on est en train de les faire crever pour faire vivre des plateformes américaines. Et ça, vous pouvez le multiplier. Il y a plein d'autres professions qui sont concernées. Et peut-être qu'elles vont se coaguler à cette révolte, parce que c'est une révolte saine, une révolte patriotique. Parce que chacun comprend même intuitivement que la seule protection, la seule solution, c'est la nation. C'est l'État-nation. Et que l'État-nation, il est attaqué de toutes parts, à commencer par le haut. Et c'est à nous, Français, d'avoir les immunités, les réflexes immunitaires nécessaires pour défendre et pour reprendre en main notre pays qu'on nous a volé. Voilà. Alors, je vais vous dire, politiquement, tout ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça veut dire de la lutte. Ça veut dire de la lutte intelligente, comme ils sont en train de le faire en ce moment. Et ça veut dire que nous devons sortir de toutes les structures supranationales qui nous ont piqué notre pays. Ça, c'est clair et net. Il y a des grands débats en ce moment sur l'OMS, l'Union européenne, bien sûr, la CEDH, avec des pays qui ont lancé une pétition contre la CEDH, mais ce n'est pas suffisant. Il faut sortir de ces instances supranationales qui nous font un mal fou, qui nous ont volé notre pays, et il faut reprendre en main notre destin.
Je tweetais hier, notamment sur mon compte X, notamment une déclaration d'un des représentants des fédérations des taxis qui disait Uber et les Américains ont pris possession de la France. Je cite, hein, on va reprendre notre pays, on va résister, on ne lâchera rien et on poursuivra le siège, on va récupérer notre pays. On est au-delà du corporatisme. Peut-être que je me trompe, mais du moins, c'est comme ça que je l'analyse en tant que journaliste politique. J'ai l'impression qu'on est à un degré supérieur aujourd'hui de gens qui sont en train de comprendre, comme l'avaient compris les Gilets jaunes dans leur temps et comme l'ont compris les agriculteurs, qu'à un moment donné, on est en train de leur voler. Vous le disiez un peu, mais c'est du moins moi ce que je vois quand je vois les déclarations et les prises de parole, hein, un peu au même du rassemblement. Mais écoutez, moi j'ai discuté avec énormément d'agriculteurs depuis bien longtemps, parce qu'il y avait d'autres mobilisations, et puis tout récemment, et avec des taxis là, que j'ai vus, ils disent ça. Ils disent exactement ça. Ils attendent du soutien. Ils comprennent bien que leur lutte, bien sûr que c'est pour leur métier, évidemment. C'est pour qu'ils puissent vivre, avoir de l'argent à la fin du mois, évidemment. Et c'est tout à fait légitime. Mais ça, ils ont bien compris, et je pense que tous les Français le comprennent, que ça les dépasse, que c'est vraiment reprendre en main notre pays. Regardez, tous nos fleurons, les Alstom et autres qu'on a vendus, qu'on a laissé partir encore tout récemment, ArcelorMittal. Vercorex, à Grenoble. Ouais, tout à fait, alors que ça coûterait quasiment rien de nationaliser tout ça, de trouver une solution française. Non, ça part. Pourquoi ça part ? Il y a bien des gens qui en bénéficient de tout ça. Donc, vous savez, plus un pays est soumis à la corruption, parce qu'il faut appeler un chat au bout d'un moment, plus un pays est corrompu, plus ses élites, entre guillemets, sont corrompues, plus tout dysfonctionne. Vous, il y a plein de choses qui vous apparaissent sous les yeux qui vous semblent complètement aberrantes. Vous ne comprenez pas. Tout se met à dysfonctionner. Il n'y a plus rien qui marche. Plus rien ne va dans le bon sens. Tout est sur la tête. Voilà. Eh bien, en fait, si vous vous mettez dans la logique de la corruption, vous comprenez ce qui se passe. C'est qu'en fait, tout est mis en scène dans le sens de l'intérêt de quelques-uns contre l'intérêt du peuple, l'intérêt national et le bien commun. Et bien, remettons les choses à l'endroit, ça veut dire qu'il faut se débarrasser des corrompus et donc de cette couche oligarchique supranationale qui nous a volé notre pays. C'est tout ça qui exprime cette révolte des paysans et des artisans taxis.